هالكلمات اللطيفة. هذه ما لبست. Très belle exposition. C'est un collègue de moi qui l'a fait. Hein? Là, moi, c'est un spécialiste de culture mathématique. Je vais vous donner un cadeau. Chers invités, vous êtes sur le point, et peut-être déjà en train, de découvrir une série de reproductions de manuscrits islamiques qui se trouvent aux Pays-Bas. Un grand merci à l'Université d'Alger de nous offrir sa bibliothèque en tant que lieu de l'exposition. C'est très apprécié. Les manuscrits qui se trouvent ici viennent directement de l'Université de Leiden, aux Pays-Bas. Ils font partie des collections orientales de cette université, et cela depuis plus de 400 ans. Ils témoignent donc aussi de la richesse des relations scientifiques, culturelles et diplomatiques entre les Pays-Bas et cette région du monde. Notre ambassade des Pays-Bas, je représente l'ambassade et aussi notre ambassadeur qui malheureusement ne pourrait pas venir à cause d'une maladie. Notre ambassade est ravie d'avoir une exposition de ces manuscrits ici en Algérie. L'histoire des relations entre l'Algérie et les Pays-Bas remonte aussi plus de 400 siècles quand les Néerlandais, grands voyageurs, ont établi des contacts avec les autorités à Alger. Le premier consul néerlandais est arrivé à Alger en 1616. Ces Néerlandais avaient trouvé en Algérie des amis, des frères d'armes, des partenaires économiques, mais aussi des savants, porteurs des connaissances qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes à ce temps-là. Je suis, en tant que représentant de l'ambassade, très content d'avoir avec nous le professeur Petra Sijpestein de l'Université de Leiden. Elle est historienne et spécialisée dans la langue et la culture arabe. Le recteur voudrait aussi dire un mot. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا اليوم الذي ساهمت فيه السفارة الهولندية لتذكرنا بمرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي في هولندا. ذكرتنا بأيام زمان بهذه الموسيقى وهذه الصور التي أثرت في الحضارة الإسلامية في كل الدول. وبالتالي قد منحتنا سفارة هولندا بالجزائر فرصة أن نعرف هذا التاريخ. هذا التاريخ الذي يجمع بين كل الأمم، كل الشعوب، من أجل المحبة والسلام والتعاون. وأقول أهلا وسهلا بهم أولا وأخيرا، وأن باب الجامعة مفتوح لهم ومفتوح لكل السفارات أو كل المؤسسات التي تريد أن يكون هناك علاقة، صداقة علمية، بيداغوجية، مساعدة الطلبة، العمال، الإداريين، من أجل اللقاءات المستمرة ما بين كل هؤلاء. وشكرا. السلام عليكم، شكرا لهذه الكلمات اللطيفة. سأتكلم بالفرنساوي لكن من أحسن عربي. شكرا شوي بعد الكلمات فقط. Monsieur le recteur, représentant du corps diplomatique, chers collègues, chers invités, je vous remercie de m'avoir invité à venir parler ici à Alger à l'occasion joyeuse
de l'ouverture de l'exposition L'art du livre islamique des collections de Leiden, la beauté de l'Orient en reproduction, dans un projet de coopération, c'était déjà dit, entre l'Université de Leiden, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, l'Université Alger I et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de la Recherche scientifique. Je suis très heureuse de partager avec vous ce soir quelques-uns des trésors de notre université qui font évidemment en même temps partie des précieuses richesses culturelles arabes et éventuellement du patrimoine mondial. Je parle des manuscrits arabes, perses et ottomans, mais aussi berbères et javanais. Ils ne sont pas représentés ici, mais on en a beaucoup à Leiden, qui étaient écrits dans toutes les parts du monde musulman et qui recordent des événements historiques, des contes, des fables, des miracles de princes, poésie, des traités de loi, textes médicaux, de philosophie, théologie, grammaire, des collections de proverbes, traitements médicaux, recettes magiques ou formules juridiques. Et je suis sûre que j'ai oublié quelques genres. La palette de la production littéraire dans le monde musulman est vraiment profonde et diverse. Comme disait Johannes Pedersen dans son livre The Arabic Book, le livre arabe, publié en danois, in scarcely any other culture did literary life play such a role as in Islam. Dans presque aucune autre culture, la vie littéraire joue un tel rôle qu'en islam. On sait tout que dans le monde musulman, sous la dynastie des Abbassides à Bagdad, des textes et idées des cultures classiques grecques, indiennes et perses sont rejoints dans un programme de production scientifique et littéraire dans lequel chercheurs, écrivains, traducteurs, mais aussi artisans, producteurs et vendeurs de livres sont impliqués. Moins de gens savent comment ces activités intellectuelles réparties autour du monde musulman et au-delà. Dans les centres politiques, dans les provinces différentes, dirigeants ont formé leurs propres cours, avec leurs propres savants et leurs propres activités culturelles et scientifiques. Ces activités avaient des buts et signifiances locaux, ont développé un vocabulaire et une expression régionaux, tout en faisant partie du mouvement dans l'Empire du Large. Des modèles déplacés de la capitale du califat aux Provences, avec des chercheurs qui ont voyagé de savant en savant, du prince patron en prince, de centre intellectuel en centre intellectuel. Utlubu al-ilm walaw bil-sin. Rechercher la connaissance même en Chine. Phrase attribuée à Mohammed n'est pas seulement l'expression favorite des parents qui essaient de stimuler leurs enfants à étudier, mais était vraiment une valeur universelle donnée à la sagesse et l'éducation dans le monde arabe-musulman. Et elle a stimulé des générations de savants et écrivains de voyager d'un coin de l'Empire à l'autre en cherchant des livres, informations et connaissances. Ce qui est important de réaliser, c'est que ce n'était pas seulement un déplacement du centre aux périphéries, avec une réception passive dans les centres provinciaux. Les informations et les textes sont déguerrés, puis adaptés, et plus retravaillés, étendus dans un sens très concret et commentaires, études additionnelles, résultant des idées et réalisations nouvellement créées dans ces centres secondaires. Avec la réalisation de cours additionnels, le polycentrisme de la période tard ou post-abbasside et le désir de supporter les autorités politiques avec des programmes culturels ont créé une situation où ces activités étaient encore augmentées. Ici, au Maghreb, le califat Umayyad dans l'Andalus était évidemment un stimulus énorme dans ce sens, qui a, avec sa propre manière, créé encore des impulses culturels et scientifiques. Des villes
comme Al-Qayrawan, Tahart et plus à l'ouest, Fès, Titatawan, étaient des centres intellectuels importants avec des bibliothèques, des madrasas, etc., du début de l'histoire musulmane dans cette région. Et cette production intellectuelle a eu lieu au moment où en Europe, les gens ne s'occupaient presque pas de réalisations intellectuelles. L'accent dans les centres religieux européens, plutôt les monastères, était de faire des copies des textes, parfois avec des études plutôt scolaires que originaux, et limitées surtout au domaine religieux. C'était donc dans cette partie, je veux dire ici, du monde que les réalisations scientifiques et culturelles des classiques, les Grecs, les Perses et les Indiens étaient préservées au moment où dans les centres de production originelle, l'intérêt était dirigé autre part. Au moment où en Europe les intérêts envers la science et la sagesse se développaient encore, les textes arabes devaient être traduits au latin pour consommation dans l'Europe. Ces activités ont eu lieu surtout en Al-Andalus, où les deux mondes de l'Orient et Occident se joignent. Les intellectuels et penseurs européens ont utilisé les idées et observations scientifiques à leur disposition pour ajouter de nouvelles réalisations et avancer la connaissance. Les savants européens n'avaient pas de problème d'attribuer leur inspiration et idées aux sources arabes. Par exemple, le grand philosophe Thomas Aquinas du XIIIe siècle cite Avicenna ou Ibn Sina avec son nom et ses mots. C'est pour ça aussi que des savants et philosophes arabes et perses sont affichés sur des monuments dans le monde de l'Ouest. J'ai choisi seulement un exemple, et c'est de Princeton, parce que moi j'ai étudié là-bas, aux États-Unis, où dans la cathédrale, sur le campus, il y a une image proéminente du médecin, philosophe et chimiste du Xe siècle, Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi. Donc il est là entre tous les autres savants. C'est vraiment impressionnant. L'intérêt de la sagesse arabe profonde était aussi la première motivation des responsables de l'université et la cité de l'Aide, ainsi que des régions du pays, de fonder un siège chaire de la langue arabe à l'université dans l'an 1613. La situation à ce moment aux Pays-Bas était précaire. La guerre contre l'Espagne catholique n'était pas encore finie. Guillaume d'Orange avait donné à la cité le droit de fonder l'université en échange de leur rôle important dans la guerre après la libération de la cité. Cette institution jeune, dans une cité ravagée par la guerre, la famine et la peste, avait quand même un but et une vue grande et ambitieuse. L'université, avec la devise Presidium Libertatis en latin, ça veut dire bastion de la liberté, visait à offrir une éducation humanitaire pour servir la République néerlandaise nouvelle. L'étude de la langue arabe figurait aussi dans cette ambition, du début, non, presque du début. Après 25 ans, après la fondation de l'université, la chaire de la langue arabe était fondée. Par conséquent, dans cette ambition, peut-être la relation spéciale entre les libérateurs néerlandais, les combattants qui s'appelaient Gueux de la mer, Watergeuze, pour les Néerlandais qui sont là, était significative. Les Gueux de la mer ont joué un rôle important dans la libération de l'Aide. Par conséquent, ils ont laissé leurs traces partout dans la ville. Sur l'hôtel de ville, à l'Aide par exemple, sont ajoutées des croissants petites, Hillel, en métal, en commémorant la devise des Gueux de mer. Leur devise était en néerlandais Liever Turks dan Paaps. Et ça veut dire nous préférons être turcs et pas catholiques. Leur motivation était que dans l'Empire ottoman, les communautés, comme ils savaient, donc c'est la tolérance, les communautés religieuses étaient libres.
ce qui était un contraste avec la situation à ce moment aux Pays-Bas, où les Espagnols interdisaient la religion protestante. C'était ça la cause de guerre. C'était sûrement aussi important que les Ottomans, les Turcs, aient aussi combattu contre les Espagnols, ça veut dire les Habsburgs, à ce moment en Autriche. Donc, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, c'était les deux raisons. Ce qui est sûr est que la ville de Leiden et la République néerlandaise ont réalisé l'importance de la langue arabe. La connaissance de cette langue permettait d'opérer dans le vaste empire musulman en stimulant des relations commerciales avec le Moyen-Orient. Le plus important était quand même que l'arabe connaisse des textes scientifiques, littéraires, beaucoup plus importants et plus perspicaces que ceux qui étaient disponibles en latin à ce moment. Le premier professeur dans ce poste que moi j'occupe maintenant, et qui s'appelle Erpenius, le formulait ainsi. Il a dit « Les Arabes ont écrit plus de livres sur plus de sujets qu'aucun peuple dans le monde. Pour des médecins, historiens, géographes, mathématiciens, chimistes et plus, apprendre l'arabe est essentiel. » Et il a recommandé « Un monde de sagesse s'ouvre devant vous ». Donc ça, c'était au Leiden, il a fait ça dans son conférence comme ça pour tous ses étudiants. Et je le dis tout le temps aussi à mes étudiants. Avec l'occupation du poste par Arpenius en 1613 de notre ère, le plus ancien poste avec une histoire continue en Europe était établi. Plus ancien d'Oxford, je l'ai dit déjà le monsieur le recteur, ou Cambridge, que j'aimerais toujours dire. Erpenius a fait beaucoup pour établir Leiden comme centre des études arabes en Europe. Il a écrit le premier grammaire arabe en latin. Donc, pour les gens qui voudraient apprendre l'arabe à ce moment, il n'y avait pas de livre de grammaire parce qu'ils ne le connaissaient pas du tout. Et cette grammaire était utilisée dans toute l'Europe jusqu'au XIXe siècle. Son successeur au siège, Grotius, était mathématicien et arabiste. Le travail de Grotius dans ces deux domaines, donc mathématiques et philologie arabe, était stimulé par les manuscrits arabes de sciences exactes, mathématiques, etc., qui étaient envoyés par un autre étudiant de Leiden qui avait pris un poste commercial à Istanbul. Et ça, c'est Levinus Warner, qui est aussi mentionné dans le livre qui accompagne l'exposition. Lui avait une impressionnante collection d'environ 1000 manuscrits arabes du Moyen-Orient, grâce à l'aide de ses contacts et amis musulmans sur place. Il achetait des manuscrits en Syrie, en Istanbul, et beaucoup de ces manuscrits proviennent d'encore plus loin du monde musulman. Les collections de Leiden continuent d'être enrichies par des donations et achats. En ce moment, il y a 4000 manuscrits arabes, 2000 autres en perse et turc, ottoman, et quelques centaines en berbère, javanais et dans les autres langues du monde musulman. Les textes berbères représentent la relation longue et profonde entre les Pays-Bas et le Maghreb. Depuis 1612, existent des relations diplomatiques entre la République néerlandaise et le Maroc. Et bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de locuteurs en berbère qui habitent à ce moment aux Pays-Bas. Ce n'est pas un résultat de cette relation diplomatique, mais donc il y a beaucoup de gens qui parlent berbère aux Pays-Bas. Et Leiden est un centre mondial pour l'étude de la langue, littérature et culture berbère. Notre histoire coloniale nous a donné évidemment beaucoup de connaissances en islam en Asie du Sud-Est, en incluant beaucoup de manuscrits en japonais et malais d'Indonésie, le plus grand pays musulman, bien sûr, à ce moment. Un autre terrain important, c'est les manuscrits de sciences.
J'ai déjà mentionné Coelius et son intérêt des sciences exactes. Vous y verrez des exemples dans l'exposition tout de suite, où vous les avez déjà vus. Al-Kitab al-Hawashish, c'est une traduction et élaboration arabe du livre des plantes médicinaux qui était écrit par un grec, Dioscorides, et qui est seulement préservé en arabe, dans sa traduction arabe. Donc c'est perdu dans le grec. C'était préservé par les Arabes. Une autre collection que je voudrais mentionner très vite, c'est la collection de René Basset, qui était doyenne du faculté des lettres ici, à l'université en Alger, de 1880 jusqu'à son mort en 1924. Ces documents et manuscrits arabes, éditions et traductions de textes arabes de sa main, et surtout ses notes sur le grand nombre de textes qu'il a vus, étaient accueillis par l'université de Leiden. J'ai pris quelques jours pour les examiner en préparant ma visite en Algérie. C'est vraiment une collection précieuse pour beaucoup de travail pour des doctorants. Donc on a parlé des relations, peut-être que vous pouvez envoyer quelques doctorants pour travailler sur cette collection, parce que c'est vraiment une collection précieuse qui est très mal connue. Et ce n'est pas intéressant seulement pour les textes qui sont là dans sa collection. À la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle ici en Algérie. Et si vous venez demain, je vais parler un peu plus de cette collection parce qu'il y en a beaucoup de textes différents, lettres, amulettes, des choses vraiment très intéressantes. Laissez-passer est vraiment intéressant. Le département des études du Moyen-Orient à Leiden continue de s'occuper de tous ces aspects de la culture littéraire de cette région. Nous sommes un des plus grands départements en Europe avec une longueur chronologique qui s'étend de l'Arabie pré-islamique jusqu'à notre jour et géographiquement de l'Europe jusqu'en Asie du Sud-Est. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous quelques échantillons de riches ressources disponibles à Leiden et la longue histoire d'études du Moyen-Orient, toutes ces langues et expressions culturelles ici ce soir et dans les jours qui suivent. Enfin, j'espère que j'ai ouvert votre appétit. C'est peut-être difficile de faire une compétition avec l'appétit pour ces choses, mais l'appétit, je veux dire, pour les choses qui sont dehors, les jolies images. Pour les expositions d'échantillons de la riche collection de Leiden, mais surtout à célébrer les merveilleux produits de la culture arabe. Je vous remercie pour votre attention. معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. Treaties of Algeria with European countries and the United States of America from 6. Last one, 1860. The last one, 1860. We have 13 treaties between our two countries. Yes. إذا في المعاهدات بلغة البلد ثم الكثير منها ترجم إلى اللغة العربية. فيها بالعثماني وبالهولندية وبالإنجليزية والسويدية والدنماركية كل بلدان أوروبا. يعني من إسبانيا والبرتغال فرنسا أول بلد وقعت معاهدة معها هي فرنسا في 1619 وثاني بلد هولندا 1622 مع البلدان الاسكندنافية السويد 1729 الدنمارك 1746 الولايات المتحدة الأمريكية 1795 وهامبورغ وهانوفر وسردانيا وجنوة والبندقية وكامل بلدان أوروبا. كامل بلدان أوروبا في 110 معاهدة بين الجزائر وهذه البلدان وقد ترجم جميعها نحو العربية وكذلك مع النمسا والأوتريش والمجر كلها لنا معاهدات معها وهذا على أساس أن هناك دولة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي 1830 وشكرا وهو من إنتاج جامعة الجزائر طبعا. هذه بسيطة في جامعة الجزائر واحد
لسعادة سفير هولندا بالجزائر. Ce sont des livres produits à l'université d'Alger 1 avec ce fameux livre les conventions entre l'Algérie et plusieurs pays de l'Europe. C'est un traité. Qui est le directeur de ce produit en 2 tomes. Toutes les conventions entre l'Algérie et les autres pays, avant 1830. Ça dit que l'Algérie était un pays debout. Et ça, c'est... Merci beaucoup. Ça aussi, c'est un tableau fait par notre artiste de l'Université d'Alger. C'est le peintre de l'Université d'Alger. C'est le produit de l'Université d'Alger. Très gentil, merci beaucoup. Très apprécié. Il vient de vous? Oui. Il vient de vous? Oui. Oui, même des conventions avec son C'est bon. Alors, de notre côté, de notre ambassade Pays-Bas, on veut aussi bien remercier les collègues de l'université, surtout monsieur le recteur. On a amené aussi un cadeau qui indique l'appréciation de notre relation. Merci beaucoup. On a aussi pour vous un cadeau. Merci beaucoup. Je voudrais aussi reprendre l'occasion de remercier mes collègues de l'ambassade qui ont, surtout Khaled et Myriam, qui ont pris beaucoup de temps et d'initiative pour faire ce joli exposition. Je vous souhaite encore un bon temps ici en regardant les différentes images, les différents manuscrits. Et n'oubliez pas de prendre quelque chose à boire et à manger. Et je donne maintenant, je pense, la parole au vice-recteur. Peut-être vous voulez encore ajouter quelque chose. C'est la même chose, et surtout avec la collaboration de l'équipe de vice-rectorat des relations extérieures qui ont travaillé énormément pour la réussite de cette rencontre. Et j'espère que cette rencontre va se terminer avec des accords, des choses bien pour l'université et pour les deux pays. Je vous remercie. Et donc, ils ont fait quelques exemples de mêmes motifs qui reviennent donc dans l'illustration, sur la couverture et dans les autres endroits. Et donc, bien sûr, on reconnaît très bien les motifs floraux, les géométries et tout ça. Et donc, ce que je trouve très bien, c'est que les organisateurs de l'exposition ont fait des liens entre les motifs et les décorations de livres avec les autres expressions de culture matérielle arabe. Donc ici, ils ont pris un plafond où quelques-uns des mêmes motifs reviennent qu'on a vu sur les autres exemples. Je pense aussi que c'est bien, comme j'ai dit aussi dans mon petite conférence, présentation, c'est toujours, je pense, important de voir avec la culture matérielle musulmane qu'en même temps, on peut le reconnaître,
si ça vient de Damas ou Égypte ou Maghreb ou Al-Andalus ou Indonésie, que c'est art musulman, mais en même temps, il y a bien sûr des expressions régionales qui sont différentes. Donc c'est les deux aspects qu'on trouve tout le temps dans beaucoup des aspects, qu'il y a une unité, une diversité dans une unité. Et donc là, ils ont pris aussi un exemple assez moderne du XXe siècle pour montrer que dans le... Oui. le carte qui est on peut le reconnaître quand on sait qu'est-ce que c'est, mais en même temps c'est bien sûr différent parce que là c'est le mer aussi, le Méditerranée avec des différents îles, mais aussi c'est bien sûr pas réalisé quand on le voit, je dois le dire comme ça, quand on le voit, on peut penser, ok, ils ne savent pas du tout comment cette région, c'est pas réaliste, c'est pas comme c'est vraiment.
ليلي يا ليلي